Ceux qui écartent l'ange. Il a fallu une double rencontre avec Mauriac pour que je renie mes résolutions. Ma famille, cette part de moi-même qui ne m'appartient pas, je m'étais promis de ne plus l'évoquer. J'ai déjà dit pourquoi. Loin de m'en prévaloir, j'ai si longtemps nourri un complexe de bâtard, d'enfant trouvé, qui tenait à son bizarre statut de pauvre au milieu des riches. Cette disposition d'esprit n'est-elle pas propre à ceux qui aspirent à créer seuls leur chemin? C'est le je ne suis le fils que de moi-même, de Napoléon à sa mère. Ce qui me singularisait en dehors de mon manque d'appétit pour la peinture, ce n'était pas tant la passion littéraire, qui est après tout un avatar artistique, mais mon goût marqué pour la question sociale. Dans la famille, la société représentait l'ennemi. On ne croyait ni à ses lois, ni à ses récompenses. Bénéficier de ses honneurs semblait suspect. Ces décrets étaient aussi fatidiques et inexplicables que la volonté du Dieu de la Bible. L'idée d'y occuper une place, d'y jouer un rôle, ne serait-ce que pour tenter de l'améliorer ou de modifier son cours, ne venait à personne. C'était une fatalité avec laquelle il fallait se débrouiller. De qui ai-je bien pu hériter le démon qui m'a donné le désir de me jeter au cœur de la société avec l'ivresse de la conquérir et la griserie non moins grande et totalement contradictoire de la remettre en cause, de la houspiller, de la morigéner. Elle me passionne comme un terrain de jeu âpre et cruel. J'ai aimé ces séductions balsaciennes et stendhaliennes. Rubempré, Julien Sorel m'ont été fraternels. Comme eux, j'ai cru au vertige de l'ascension sociale. De toutes les passions, je le concède, c'est la plus bête. Ce n'est pas une raison pour la renier. Mais le but que je me fixais, s'il commençait dans l'ornière de la réalité, en sortait vite pour battre la campagne en plein romanesque. Infidèle à ma famille par le sang, j'étais fidèle à ma famille littéraire d'adoption, qui est tentée par cette question à laquelle la société n'apporte qu'une réponse insuffisante. Qu'ai-je fait de ma vie? Tout cela me rapprochait de Mauriac, le Barésien, serrant les poings jusqu'à pleurer du désir de dominer sa vie. Comme je comprenais la contradiction de son ambition à entrer dans une maison pour ensuite y allumer un feu passionné au grand émoi de la maîtresse de maison. Soudain, à 2 reprises, à quelques jours d'intervalle, ce hasard, auquel je ne crois pas, éveille sa mémoire. D'abord, une phrase de son bloc-notes me tombe sous les yeux. C'est un jour où il parle de la difficulté d'être heureux, surtout pour les hommes de sa sorte. J'appartiens à la race de ceux qui, lorsqu'ils écrivent une lettre d'amour, rédigent aussi sa réponse. Je m'enflamme aussitôt. Heureux! Qui peut l'être quand on est affligé de cette sensibilité particulière qui vous soumet au bon vouloir du maître le plus fantasque? Le rêve. Que de fois, en écrivant une lettre d'amour, tandis que l'espoir diffusait sa douce folie, on a pu croire que la réponse que l'on recevrait aurait la même ardeur. Comme ces constructions imaginaires sont douloureuses. On a livré son cœur, on l'a échauffé d'espérance, et la destinataire ne lui répond pas. Le silence. La réprobation du silence. On était seul, on a cru voir quelqu'un, on s'est monté la tête. C'est la mécanique chimérique de l'amour. Bien sûr, on n'ira pas jusqu'à la folle extrémité de Vincent à Arles. Il se coupe l'oreille et l'adresse à sa bien-aimée. On ne limitera pas. Notre amour dans ses excès reste contenu dans des digues raisonnables. Ce Mauriac amoureux, une biographie de lui vient me rappeler qu'il fut très épris de ma grand-tante, Marianne, la fille d'Ernest Chausson. On en parlait encore dans ma famille, surtout mon père, qui était son filleul, avec ses airs, lourds de sous-entendus, qui s'attachaient toujours à ces époques aux fiançailles mystérieusement rompues. Dommage. C'eût été plaisant de voir cette engeance de peintres flanquée en serre-fil de ces 2 grands écrivains académiciens, Mauriac venant s'ajouter à Valéry. Mauriac s'est remis difficilement de cet échec amoureux qui se doublait d'un ratage social. C'était le temps où les fiancés et leurs proches enquêtaient âprement les uns sur les autres pour dépister les maladies héréditaires, les mauvaises fréquentations, les mœurs douteuses et cette autre tare rédhibitoire, le manque de fortune. Accepté à l'écrit, Mauriac avait été collé à l'oral. Pour quelle obscure raison? Les Chaussons s'estimaient-ils d'un statut social supérieur par rapport à un provincial? Surtout, il ne semblait guère apprécier ses fréquentations. Jean Cocteau, Lucien Daudet, François Legris faisaient douter de la régularité de ses mœurs.
Entre la rencontre et le refus, comme le cœur de Mauriac a palpité pour la belle Marianne aux yeux violets. Mauriac lui est présenté par un de ses cousins, Robert Valéry Radeau, futur père Irénée, dont la petite fille épousera Dominique de Roux. Elle a 18 ans, elle est belle, extravagante et secrète. Passionnée de poésie, elle enflamme le jeune homme qui rêve de mariage pour échapper à de sombres tentations. Nulle autre ne pourrait désormais me paraître mystérieuse et rare. Elle avait éveillé un sentiment que je n'éprouve presque jamais, et jamais à ce degré, l'admiration. Dans La Pharisienne, il dressera un constat impitoyable de cet échec. Née dans un milieu artiste, mais riche, je mordis à l'hameçon, à peine me fut-elle apparue. À vrai dire, cette Madone et cette Muse se montraient plus hésitantes et plus rétives que j'eusse pu le souhaiter. Je n'avais pas su deviner, à l'abri de leur sublime, les grands bourgeois hésitant à s'engager, pesant le pour et le contre, et me jaugeant d'un œil circonspect. Représentais-je quelqu'un sur qui l'on peut tabler? Congédié sans excuse ni explication, je me donnais à moi-même la pire. C'était qu'en dépit de toutes les preuves rassurantes que je pouvais avoir par ailleurs, j'étais incapable de plaire. Il y avait en moi un je ne sais quoi qui avait écarté l'ange. Il ajoute: un peu de fiel qui mêle à mon œuvre son amertume vient de cette injure que je reçus. Il va jusqu'à songer au suicide. Marianne est une petite morte dans mon passé. Je ne pense pas l'oublier jamais. Elle aura toujours dans mon cœur un domaine réservé. Le cœur ne vieillit pas. Une fois, je me suis penchée à mon balcon sur la ville endormie. J'ai connu le vertige de ma jeunesse sur la mort. Mauriac ignorait que Marianne ne l'avait pas repoussé pour son manque d'argent. Elle épousera quelques années plus tard, en dépit de sa famille, un grand blessé de guerre, une gueule cassée, qu'elle avait soigné, issu d'une famille très pauvre et qui, à sa manière, était génial. Gaston Julia, mathématicien, rejoindra Mauriac sur les bancs de l'Institut. Donc ce n'était pas une question de fortune. C'était ce je ne sais quoi qui nous donne tantôt le bonheur, tantôt la peine. Que de fois j'ai retrouvé Mauriac sur mon chemin. Au Figaro, où je le croisais, statufié par la gloire, ma timidité me le rendait inabordable. Mais savais-je alors à quel point il me deviendrait fraternel? Le romancier catholique dissimulait le fiévreux polémiste, l'homme de combat qui se trouvait écartelé entre une droite qui le regardait comme un traître et une gauche qui le méprisait comme un tenant de la réaction. Comme il a dû se sentir seul dans ce journal, où on avait du mal à comprendre une fougue qui allait à rebrousse-poil des opinions dominantes et qui hérissait les sacro-saints abonnés. Des lettres d'injures, des cercueils, des menaces de mort, voilà les roses qu'il recevait pour avoir dans ses articles osé faire entendre la voix de l'Évangile. Les consciences bourgeoises et catholiques lui préféraient les tortionnaires et les assassins. Plus tard, quand j'écrivis sur des sujets similaires, je reçus ces lettres qui suaient la haine. J'éprouvais une solitude semblable à la sienne. Le même sentiment d'abandon me faisait communier avec l'ombre lumineuse de Mauriac. Un jour, à Bordeaux, après une conférence, une dame du public s'est adressée à moi. Évoquant l'éloignement des écrivains d'aujourd'hui pour les thèmes et l'œuvre de Mauriac, elle me demandait s'il en était de même pour moi. Cette question me troubla. Tous les liens subtils que je viens d'évoquer se pressaient dans mon esprit. Je ne savais par où commencer. Devais-je avouer que la foi qui l'illuminait me faisait défaut et expliquer mon étrange cheminement dans la famille chrétienne? Mais je risquais de m'égarer dans la question religieuse, alors que quelque chose de plus fort m'attachait à lui de manière viscérale, tant il est vrai que la sensibilité est en nous aussi profonde que les entrailles. Je répondis: je me sens très proche de lui, surtout pour la ferveur.